Allô. 1. T'as raté quelque chose hier soir, Gaëtan, quand même? Ah ouais, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai envie de dire, on te voit plus aux soirées quand même. T'as raté des moments intenses, genre ça par exemple. C'est quoi ça? C'était la soirée hier. Ici? Chez Non, moi, c'était. à l'usine. Hein? À l'usine. Ah, à l'usine, sur Non, le mais thème fluo. il y a tout le dispositif là, c'est pas possible. Ouais, je te dis, mais sérieux là-dessus. Vous êtes prêts les gars, je vais commencer là. C'est Star Wars. Futur TBD, mythe et réalité. Les travaux de la future TBD, la directive sur les produits du tabac, commenceront en 2023. C'est très bientôt. Le processus sera long avant une décision et l'application du texte dans les différents droits nationaux, ce qui rajoutera un délai supplémentaire. Le travail néanmoins a déjà commencé. Les associations de défense de la vape, comme ses opposants et les lobbies, sont déjà à la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette TBD nouvelle mouture? Que risque-t-on d'y trouver? Comment faire la part des choses entre rumeurs et fantasmes? Donc on a des invités qui sont aux premières loges des travaux. Ils vont faire le point sur les informations les plus récentes et les plus fiables dont nous disposons aujourd'hui. Ils préciseront également ce qui relève de la TPD proprement dite et ce qui relève des autres textes, comme le plan de lutte contre le cancer qui inclut des décisions relatives au vapotage. Alors aujourd'hui, chers amis, nous avons avec nous Sébastien Béziot, qui peut lever la main. Sébastien est vice-président de l'association SoVape qu'il a cofondée en 2016, dont le but est d'agir et dialoguer pour la réduction des risques. Il a créé aussi le blog VapeU et le magazine VapeU. Nous avons aussi Gaëtan Gauthier, qui est délégué général aux affaires courantes à la FIVAP, qui est la Fédération interprofessionnelle de la vape. Et nous avons évidemment Jean Moiroux, qui est là depuis le début, qui est président de la FIVAP, cette fédération interprofessionnelle de la vape, et qui est aussi distributeur de liquide. Donc, chers amis, chers invités, on va commencer pour toutes les personnes qui nous écoutent avec cette question simple pour revenir sur les fondements. Gaëtan, c'est quoi la TPD? Ouais, c'est la directive sur les produits du tabac, je pense que j'apprends rien à personne ici, qui a été adoptée en 2014 au niveau de l'Union européenne et qui encadre aujourd'hui, au travers son article 20, les cigarettes électroniques. Ok, donc je crois qu'il y a une, si je ne me trompe pas, ça a été... Sébastien, est-ce que tu pourrais nous dire donc de quand date cette dernière TPD, dernière réglementation, et qu'est-ce qu'elles incluaient? Alors, c'est ce que disait Gaëtan, 2014, transposé en 2017 2016. en France. 2016. Mai 2016. Oui, 2016, pardon. Donc, transposé en France en 2017, c'est ça, hein? 2016. 2014-2016. Ah, transposé en France en 2016. Voilà. Oui, je confonds avec le... Application Ouais. en France en 2016. D'accord. Bon, voilà. Principalement, c'était les flaconnages. D'accord. Flaconnage 10 millilitres. Donc, c'est vraiment les gros points de relief. Hein. Flaconnage 10 millilitres. Taux de nicotine limité à 20 mg par millilitre. Les notions de publicité. Interdiction de publicité, avec pas mal de nuances. La France a transposé d'une certaine manière, etc. Il devait y avoir quelques petites choses aussi sur les matériels. La fameuse virgule qui a été interprétée en France pour ne pas faire des trucs scellés, quoi. Mais voilà, en gros, c'est le 10 millilitres et le 20 mg de nicotine. D'accord. Et la pub. Oui, c'est ça. Et donc, depuis 2016 ou 2017, est-ce qu'il y a des évolutions ou pas? Parce que je pense qu'il y a une marge de manœuvre au sein des États. Jean, peut-être tu peux nous éclairer? En fait, les produits... Micro sur le menton. Pardon. Les produits tels qu'on les voit aujourd'hui, ils ont été enfantés par ces différents paramètres réglementaires, comme disait Sébastien. Les avertissements sur la nicotine, un peu inspirés de ce qu'on peut trouver sur les paquets de cigarettes, le volume des flacons, aussi toutes les procédures de notification qui concernent le e-liquide, le matériel aussi dans pas mal de pays d'Europe, sauf la France. La publicité, c'était avant, je crois, et c'est pas la TPD qui a acté ça. Alors, en France, oui, il y avait déjà des éléments sur la publicité, mais la TPD est venue interdire, pour être précis, les communications commerciales. Donc voilà, c'est un article un peu particulier, et la France, derrière, a décidé d'aller plus loin en interdisant la publicité et la propagande, effectivement. Donc, bref, en gros, le marché tel qu'il est aujourd'hui,
Et ces paramètres réglementaires, ils sont actés et digérés depuis 2016. Ils n'ont pas changé depuis lors. Donc on vit sous ce régime et on ne fait que se projeter dans un futur où il y aura des changements réglementaires qui seront impactés dans les différents États membres. Mais pour l'instant, le cadre réglementaire, il date de 2016 et il n'a pas changé depuis. Alors justement, je crois qu'on parle d'une nouvelle TPD, donc d'un changement du cadre réglementaire. On parle d'une date, on parle de 2023. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Gaëtan peut-être? Précisément, bon, la TPD 2 ou 3 selon d'où on prend le point de départ, effectivement on en entend parler depuis très longtemps. On nous dit toujours qu'elle va arriver demain, après-demain. En réalité, on a encore beaucoup de temps. 2023, normalement, ce sera le début des travaux. Donc ce qui nous fait dire que là, les travaux ont vraiment commencé, c'est qu'il y a eu une première consultation cette année sur la TPD. Et normalement, toute l'année 2023 sera consacrée aux travaux institutionnels. Donc c'est la Commission européenne qui, dans ses services, va commencer à travailler à l'élaboration d'un texte. Voilà, qu'est-ce qu'on va inclure dans cette nouvelle directive? Quels sont les points qu'on va retoucher? Parce que c'est une révision de directive. Donc qu'est-ce qu'on va retoucher, etc. Donc 2023 sera vraiment une année de travail et éventuellement une année de consultation aussi des parties prenantes. Donc concrètement, quand est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de la réglementation sur notre territoire pour notre marché, Sébastien? Ou Jean Un changement sur notre territoire, là on a un petit peu de temps parce que le temps que les travaux se mettent en place, que la commission fasse une proposition, derrière il y a tout un bazar institutionnel dans lequel je ne rentre pas, où il faut que tout le monde se mette d'accord, et le temps de transposition. En France, avant 2028, ça me paraît compliqué, sauf à ce que la commission décide d'accélérer un processus. Mais pour l'instant, on n'a aucune indication que ce soit le cas. Donc là, on peut supposer que pendant encore 3-4 ans au moins, peut-être même 6 ans, les réglementations ne vont pas changer en France. Des réglementations prévues dans le cadre de la mise à jour de la directive sur les produits du tabac. 4 à 6 ans, sans changement réglementaire issu de la transposition de la mise à jour de ce texte, oui. Alors, un petit mot quand même, donc j'entends bien que c'est un temps qui est assez long. Du coup, évidemment, on ne sait pas trop ce qu'on peut attendre de cette nouvelle TPD qui n'entrera en vigueur en France, en tout cas qu'en 2027 ou 2028. Malgré tout, qu'est-ce qu'on attend de ces nouvelles directives ou qu'est-ce qu'on voudrait peut-être en attendre, Sébastien? En fait, précisément, justement, le principe, c'est que tout ça va se discuter. Donc, il y a je dirais des parties prenantes qui ne sont pas forcément d'accord et qui vont essayer de donner leur avis. Moi, ce que je voudrais dire, de mon point de vue, en tout cas aujourd'hui, c'est que oui, on est en train de se dire, bon, c'est pas avant 2027-2028, mais ça, c'est juste le résultat final. Ce qui va se passer en 2027-2028, il faut s'en occuper maintenant, en fait. Parce que le processus, justement, de ces grandes institutions, Europe, etc., c'est que ça avance lentement. Et quelque part, tant mieux, parce que justement, ça laisse le temps de réfléchir, de consulter tous les gens, etc. Mais il faut parler et il faut faire le boulot maintenant, tout au long du processus. Parce que sinon, il se passera en 2027-2028 ce que veulent ceux qui ont pris le temps de s'en occuper. Je pense que, connaissant le marché, on peut voir un peu dans quelle direction ça pourrait aller. Je crois qu'il y a toujours la question des arômes, qui est un peu sur le feu, si on peut dire. Il y a aussi la question du matériel, des matériels libres. On parlerait peut-être de cartouches scellées. Est-ce que vous pourriez me dire un mot là-dessus, sur cette question des arômes notamment? Ça, c'est les grandes thématiques historiques, polémiques de notre filière. Les publics jeunes, l'entrée des jeunes dans la nicotine, le matériel, la variété, les systèmes ouverts, les systèmes fermés, ça a toujours été un enjeu politique et stratégique, puisque l'industrie du tabac, par exemple, qui est un acteur non négligeable de la cartographie, est plus à son aise avec des cartouches fermées et des modèles qu'elle peut contrôler. Donc il y a des grands enjeux et des rapports de force qui se construisent autour de ces typologies techniques-là et qui vont être, à mon avis, rapportés par le législateur et par les parties prenantes, que peuvent être même l'industrie du tabac ou l'industrie de la vape, dans les discussions sur la mise à jour de la future directive. Ouais. Je crois que cette année encore, il y a eu le Mexique qui a interdit le vapotage. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un risque en Europe d'avoir une interdiction totale ou est-ce que ça resterait tout à fait aberrant?
Non, une interdiction totale, moi ça me paraît vraiment aberrant. Effectivement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les institutions européennes se lancent dans un processus de révision d'une directive. Donc ce que ça veut dire, c'est aujourd'hui on a un texte, on n'en est pas satisfait, on pense qu'il faut le revoir. Maintenant, ça peut aller dans deux sens. Soit on va le revoir en mieux pour nous, soit on va le revoir pour le réglementer encore plus. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, il semblerait que l'orientation qui soit prise soit plutôt celle de on va un peu plus réglementer. Effectivement, il y a la question des arômes qui revient. Maintenant, c'est aussi une opportunité pour nous, et c'est ce que disait Sébastien, de se faire entendre et d'utiliser cette révision pour que certains points, par exemple les limites des 10 millilitres, mais d'autres, puissent être revus dans le cadre de cette révision de directive. Aujourd'hui, on ne sait pas en fait, mais nous, on a connaissance on a différentes positions qu'on est prêt à mettre en avant. Évidemment, le fait de pouvoir aller au-delà de 10 millilitres dans des flacons de produits nicotinés pourrait être quelque chose de plutôt positif pour l'utilisateur et aussi d'un point de vue environnemental. Donc, toutes ces postures qu'on forge et les éléments de langage qu'on travaille quand on gère des associations comme les nôtres, on les mobilise. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le travail est fait avec différentes étapes. Il y a des échéances, il y a des consultations, il y a des rapports. Et l'Union européenne fonctionne de telle façon que des appels à consultation sont faits régulièrement. Et donc, nous, notre travail, il va être de faire des réponses à ces consultations. Et le fait qu'on puisse discuter entre associations nous permet aussi de faire des réponses qui sont complémentaires. Là, je rentre un peu dans le côté très concret de ce qu'on fait parfois. Pour faire une réponse à une consultation qui soit recevable, il faut produire des contenus de qualité qui se positionnent de façon judicieuse pour apporter des informations qui sont pertinentes pour qu'elles soient prises en compte et qu'elles soient lues par les instances qui gèrent tous ces process. Et si je peux compléter sur ce point, ça c'est vrai que évidemment les réponses aux consultations, voilà, ça on le fait toujours, mais même au-delà de ça, il faut être proactif auprès des responsables politiques, donc les institutions, le Parlement européen, la Commission, et nous, notre rôle, c'est aussi d'aller les voir, de les convaincre du produit, de la filière, etc., de tout ce que ça peut apporter. Et je pense qu'on va y venir un petit peu après sur le plan cancer, mais ça a quand même eu quelques résultats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre action en tant qu'acteur de la VAP ou fédération interprofessionnelle, c'est vraiment d'être à Bruxelles, de répondre et d'essayer de prendre part dans cette... Alors j'aimerais comprendre, je pense comme beaucoup ici, en fait, qui va prendre part à ce processus décisionnel? Il y aurait vous, par exemple, donc la FIVAP, il y a les défenseurs des intérêts de la VAP, il y a aussi des lobbies qui sont contre la VAP. Il y a qui comme acteur dans ces discussions? En fait, ce sont des consultations et des débats qui sont ouverts à toutes les parties prenantes qui le souhaitent, que ce soit des simples citoyens ou des organismes. Derrière se dessine évidemment une cartographie avec des rapports de force, des forces en présence. L'industrie du tabac en fait partie. Elle en fait partie aussi par certaines émanations d'autres associations dont elle est membre, par exemple, et dont elle peut influencer les positions. Il y a aussi des associations qui sont à vocation exclusivement de santé publique, d'information, des médias. Il y a tout le monde. La question centrale, c'est celle de la représentativité et de la légitimité, parce que les apports, ils vont évidemment être pondérés en fonction de la nature de l'endroit d'où ils émanent. L'intérêt d'une association comme la FIVAP, c'est qu'elle est représentative. Elle fédère suffisamment de professionnels en France pour que sa voix soit entendue. Elle est entendue par les autorités françaises, mais aussi à l'échelle communautaire. Il y a aussi des regroupements d'associations européennes qui se font et qui permettent d'avoir plus de poids et plus de levier. Et tout ça, c'est le lobbying, les affaires publiques et la politique. Ça nous entoure, ça s'incarne au travers du sujet du vapotage, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais c'est aussi présent sur tous les autres sujets, que ce soit la viande rouge, les pesticides, les jouets pour enfants. C'est le monde d'aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais. Je pense que ce qu'on peut garder de ça, c'est quand même qu'on peut voir la réglementation comme une seule source de contrainte. On peut aussi comprendre que ça peut être un levier pour développer un marché et que c'est très important d'être toujours dans le dialogue avec les autorités, comme on l'expliquait hier. J'aimerais qu'on revienne sur un point qui peut tous beaucoup nous affecter, c'est la question des arômes. Je crois qu'aux Pays-Bas, Gaëtan, tu me parlais d'une interdiction qui a eu lieu
Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus et voir en quoi ça peut nous affecter ou qu'est-ce qu'on peut en tirer comme expérience? Elle n'a pas déjà eu lieu, mais elle est en cours en fait. Ils sont en train effectivement d'essayer d'interdire une grande majorité des arômes. Ce qui est inquiétant pour nous, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne justifie quasiment pas cette interdiction. Donc quand on regarde les arguments mis en avant par les Pays-Bas, ils sont faibles, voire inexistants. Donc ça, c'est dangereux. Et la seconde, c'est que toute mauvaise expérience communautaire est en capacité d'influencer les décisions prises par les institutions supranationales. Donc forcément, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est un danger pour nous parce que s'il commence à y avoir plusieurs foyers comme ça au sein de l'Union européenne qui arrivent à ce genre de décision, derrière, la Commission européenne pourrait se dire « Ah, dis donc, effectivement, il y a peut-être un sujet, il y a peut-être une idée à prendre là. » Voilà, donc c'est ça qui est dangereux. Pour revenir brièvement sur la thématique dont on parle, c'est celle de l'interdiction des arômes qui est souvent reprise comme étant on va limiter les produits du vapotage à des goûts simples, le tabac et la menthe. On a vu des exemples comme ça aux États-Unis, dans certains États. Ce qui se passe en Hollande, c'est qu'il y a une liste positive qui a été imposée par les autorités néerlandaises pour que les fabricants ne puissent utiliser que 11 à 15 ingrédients dans leur composition aromatique. Et pour avoir discuté avec le président de l'association hollandaise il y a quelques semaines, la configuration qui a été choisie, elle est incompréhensible, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui a eu l'idée de faire cette liste de 11 à 15 molécules. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était très difficile de faire un e-liquide correct avec. Et donc, nous, on doit se nourrir de ce qui se passe. Moi, ça me terrorise, ça ne m'inquiète pas, ça me terrorise parce que ça voudrait dire que tout ce qu'on a autour de nous, ce Vapexpo, toute cette richesse qui vise quand même, dans les grandes lignes, à aider les gens à arrêter de fumer, à les dynamiser, à les motiver pour arrêter de fumer, tout ça ne pourrait plus exister. Et l'idée d'avoir une liste positive de molécules aromatiques extrêmement courte, ça éteindrait complètement toute cette filière. Donc il faut s'en méfier, il faut combattre ce genre de configuration réglementaire. Il faut aussi être en capacité de récolter les impacts que ça a sur les différents marchés dans lesquels ça a été implanté pour pouvoir illustrer les scénarios et dire non, vous ne pouvez pas faire ça, ça a complètement suicidé le marché du vapotage en Hollande et les gens sont revenus au tabac. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de discuter beaucoup avec les autres pays parce que chaque pays est un laboratoire et il nous montre des scénarios. Aujourd'hui, il y a des scénarios qui font plus ou moins peur. Je pense que la Hollande, c'est clairement le pire de tous. Voilà. L'Allemagne, c'est pas mal avec une très grosse taxe. L'Italie, ils s'en sortent un peu avec une taxe un peu plus faible. Bref. On a des exemples. Alors, je ne sais pas si c'est l'Estonie ou quelque chose comme ça, enfin, où il y a eu des interdictions d'arômes aussi. La résultante immédiate, ça a été que 80% de marché noir. C'est-à-dire les gens se fournissent sur Internet, sur les pays frontaliers, étrangers, et donc on bascule dans le marché noir. Il y a eu des expériences aux États-Unis aussi, dans certains États ou dans certains comtés, où interdiction totale des arômes et on ne conserve que le tabac, et où on a constaté par exemple chez les jeunes une augmentation du tabagisme, la vraie clope, quoi. Voilà. Donc nous, avec Sovap, on fait partie d'un consortium qui s'appelle ETHRA, plusieurs associations partout en Europe. Et il y a 2 ans, on a fait un grand questionnaire pour nourrir justement les institutions et qui cherchait à évaluer la situation de la TPD qui nous réglemente aujourd'hui, pour dire, voilà, comment consomment les gens. Donc il y a quand même 35 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, partout en Europe, donc c'est du quantitatif, mais c'est du quantitatif très significatif. Et on s'est rendu compte, par exemple, que sur ces 35 000 personnes, alors on allait chercher aussi des gens qui consommaient du snus, des choses comme ça, mais grosso modo 95% c'était des vapoteurs, donc on va dire que ça représentait ce qui se passait sur le marché de la vape. 95% des répondants indiquaient qu'ils utilisaient au moins un autre arôme que le tabac. Voilà. Donc nous, c'est le combat qu'on mène à Sovap, à un moment donné, c'est de dire les réglementations, oui, bien sûr,
on veut des réglementations pour être protégé en tant que consommateur vis-à-vis des industriels qui font des produits, etc. Il faut des réglementations, c'est absolument indispensable. Par contre, il faut faire des réglementations qui sont pragmatiques et qui prennent les choses telles qu'elles sont et qui prennent en compte les pratiques des gens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'entends les obédiences, notamment qui se disent de santé publique, parce qu'aujourd'hui, dire ah bah le vapotage, il ne faut autoriser que le tabac parce que ça vise les fumeurs, donc c'est logique, on leur propose que le tabac. C'est irréel en fait de penser comme ça. Pour sortir du tabac, tu n'as le droit qu'au tabac. Donc là, on est dans le cosmos en fait. La vape, l'avantage de la vape, c'est justement de pouvoir en sortir. Alors même si effectivement, je crois que plus de 50% des primo-vapoteurs vont aller chercher du tabac. Moi, je suis allé chercher du tabac au départ. Je voulais du tabac pour remplacer le tabac. Mais très vite, quand un pote m'a dit bah, « goûte l'ananas », ah ouais, ah bah c'est sympa. Bah, au début, je lui disais « mais t'es débile ». Et puis en fait, bah oui, si, l'ananas, ça fait sortir du tabac. Et puis on sort du tabac. Alors après, il y a des gens qui vont vaper du tabac pendant des années, c'est pas grave. Mais en tout cas, restreindre ce choix au tabac ou à la menthe, c'est irréel en fait, c'est pas logique. Et tout le combat des associations, en tout cas nous du côté de Sovap, on est société civile, c'est de dire ok, réglementons, il faut réglementer, on veut réglementer, on ne veut pas que ça parte dans le marché noir. Les exemples que je donnais tout à l'heure, on ne veut pas se retrouver que ça parte dans le marché noir, mais par contre réglementons en prenant en compte les pratiques des gens. Ça veut dire, vous, votre ressenti, c'est que, alors c'est très difficile comme question parce qu'on essaie de comprendre de manière un peu floue, mais dans l'Union européenne, enfin, chez ceux qui sont derrière la TPD, c'est quoi leur perception de la vape? Est-ce qu'on serait capable de le dire aujourd'hui? Est-ce que pour eux, c'est clairement un incitateur à fumer, ou est-ce qu'ils y voient quelque chose qui peut réellement aider les gens à arrêter de fumer et ils y voient un gain réel? C'est là qu'il y a eu une petite victoire avec le rapport Becca sur le cancer. Donc quelque chose qui est une sorte de grande ombrelle, c'est-à-dire comment l'Europe va lutter contre le cancer. Nous, on avait beaucoup travaillé dessus, à envoyer des missives, etc. Et on a abouti quand même dans ce rapport à ce que le vapotage soit reconnu comme un produit de réduction des risques. Alors il y avait un point-virgule après qui disait mais attention, les arômes, etc., etc. Mais pas quelque chose de complètement fermé qui disait juste qu'il faudra faire attention à cette question d'arôme. Mais en tout cas, le rapport Becca a quand même fixé le fait que le vapotage, ce n'est pas une passerelle vers le tabac et c'est bien un produit qui potentiellement peut aider les gens à ne pas fumer, ne plus fumer. Et ce, sans l'influence de la Grande-Bretagne, qui était absente des discussions, qui était déjà absente. Qui est historiquement un des pays qui porte le plus fortement les messages sur la réduction des risques. Est-ce que, Jean Gaëtan, vous pourriez rappeler pour tous nos auditeurs, c'est quoi le rapport Becca, quand est-ce qu'il sort, est-ce qu'il est sorti, quelle influence il peut avoir sur le marché? Rapidement sur le rapport Becca, donc c'est une grande initiative de la Commission européenne de lutte contre le cancer. Et en fait, cette grande initiative inclut la révision d'un très grand nombre de textes qui ont attrait au cancer, donc sur la prévention, sur le traitement, etc. Et donc dans la partie prévention, il y a notamment la lutte contre le tabagisme, dans lequel se situe la révision de la TPD. Voilà. Donc en fait, le plan cancer, c'est le grand nom pour une révision d'énormément de textes en fait. Et alors simplement pour compléter ce qui vient d'être dit sur le rapport Becca, pour moi c'est bien la preuve que lorsque on porte notre voix au niveau politique, on peut être entendu, alors au moins en partie, parce qu'effectivement on n'a pas toujours tout ce qu'on souhaite, mais en partie parce que jusque-là il y a deux institutions, enfin le Parlement s'est prononcé donc, sur ce fameux rapport Becca qui est sorti l'année dernière, ou en début d'année, en février de cette année je crois. Février de cette année. Et donc ils ont dit des choses positives, c'est un outil de réduction des risques, c'est un outil qui peut aider à arrêter de fumer. Voilà. Après effectivement il y a eu un paragraphe sur les arômes qui disait alors sur les arômes attention, il ne faut pas d'arômes qui puissent attirer les jeunes. Et donc il faudrait évaluer quels sont les arômes qui potentiellement pourraient attirer. En particulier les goûts de confiserie. Voilà. En fait, c'est des formules qui peuvent passer, enfin qu'on peut ne pas remarquer, mais il faut y accorder beaucoup d'importance. Chaque mot compte, parce que dans ce grand rapport, il y a juste 2 lignes qui concernent les produits du vapotage. Mais nous, c'est une grande victoire, parce qu'il y a eu une mobilisation européenne de beaucoup d'associations qui ont fait chacune de leur côté de l'influence sur les parlementaires pour obtenir
cette reconnaissance du vapotage comme un outil de réduction des risques. Et le fait qu'elle soit doublée de cette mise en garde sur les arômes, c'est un des éléments, un des rares éléments qui nous permet de faire un peu de prospective et de nous imaginer que ça sera un des sujets des discussions de demain. Et le fait que ça cible spécifiquement des goûts sur la confiserie, ça peut aussi nous donner des indications sur ce sur quoi il faudra faire attention. Peut-être que la profession, elle peut faire preuve de mesure, de tempérance sur ces sujets-là. Et peut-être qu'on peut aussi se dire qu'il y aura des catégories de saveurs qui devront être écartées, ou en tout cas la façon de les présenter ou d'en faire le marketing. Peut-être que demain, on aura des liquides gourmands, des liquides fruités, mais pas des liquides bonbons. En tout cas, c'est des scénarios qu'il faut imaginer, qu'il faut faire exister et faire vivre, parce qu'on pourra potentiellement y voir des aménagements qui seront plus larges qu'une simple restriction franche de tous les goûts qui nous amènerait vers tabac et menthe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'idée, il faut être créatif et interpréter ces textes pour essayer d'imaginer des scénarios dans lesquels on peut survivre avec créativité en contournant la volonté un peu bête et méchante de dire plus de saveur égale tabac et menthe, ce qui n'a en soi aucun sens. Et ce qui n'a d'ailleurs pas été suggéré dans ce rapport. Hein. Ce n'est pas du tout ce qui a été suggéré dans ce rapport. C'est pour ça qu'il faut y voir du positif. C'est que avant le Parlement européen, la Commission avait aussi commandé un autre rapport qui s'appelle le rapport Scheer, dont peut-être certains ont entendu parler, qui lui, pour le coup, n'était pas très positif. Donc voilà, on voit qu'au fur et à mesure des consultations, les choses évoluent, notre voix est peut-être plus entendue dans certaines institutions que dans d'autres, et donc demain, lorsque tout le monde devra se mettre d'accord sur la révision de la TPD, les jeux ne sont absolument pas faits en fait. Est-ce que, en général, dès qu'un marché est bien régulé, ça peut aussi avoir un levier bénéfique, c'est que c'est rassurant pour les consommateurs, parce que les règles sont fixes, qu'on sait qu'on a accès à des produits qui sont sains, qui sont bons, par exemple dans la nourriture ou dans l'agro. Évidemment, on préfère savoir ce qu'on mange et on préfère qu'il y ait un peu plus de réglementation que pas assez. Là, il va y avoir une évolution de la TPD, ça va prendre du temps. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un réel aspect bénéfique sur le marché donc vous l'avez un petit peu évoqué, hein, ça peut recadrer un peu les arômes, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais de manière générale, comment vous le percevez? Il y aura du positif, ça sera que de la contrainte supplémentaire? Moi, je suis extrêmement méfiant. J'ai observé depuis toutes ces années tellement de mauvaises énergies que j'ai peu d'espoir sur l'idée qu'un consensus et le bon sens puissent émaner d'un bouillon aussi complexe en fait. Je pense que c'est très difficile de voir la lumière là-dedans et je trouve que le marché tel qu'il s'est construit aujourd'hui, notamment en France, il produit des choses magnifiques avec un niveau d'autorégulation qui est quand même très satisfaisant. La qualité des produits a été vraiment croissante depuis toutes ces années et la conduite, je dirais, éthique des affaires se fait très bien au bénéfice de la santé publique et pour aider les fumeurs à sortir du tabac. Ça, c'est ma conviction personnelle d'entrepreneur et de représentant d'une profession, d'une filière. J'ai beaucoup de mal à laisser ce sujet entre les mains d'un pouvoir politique qui n'a pas le niveau d'expertise pour ressentir avec sensibilité ce sujet-là, et puis d'autres industries qui sont très riches et dont le vapotage attaque directement les parts de marché. Parce que, au-delà de tous les discours, des beaux discours, le vapotage, c'est quand même des produits qui prennent des parts de marché à l'industrie du tabac. C'est normal qu'il y ait une forme d'opposition et de lutte sur le fond, puisque c'est une lutte sur l'économie. Et dans le monde dans lequel on vit, l'économie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important peut-être. Voilà, donc mon avis, c'est de la méfiance, de la combativité, du rapport de force, mais du rapport de force qui doit se construire avec de la théorie, de la réflexion et de la solidarité aussi. Voilà. Moi, je partage ce qui vient d'être dit et simplement en quelques mots, je pense que la première TPD 2014 était peut-être, c'est à discuter, mais était peut-être la bienvenue et au final a peut-être eu des effets positifs sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui le marché fonctionne bien, il n'y a pas de problème sanitaire du tout en Europe ou en France et je pense qu'aujourd'hui la révision de la TPD n'est pas une des choses les plus nécessaires au marché. Et donc effectivement, je partage ce que vient de dire Jean, plutôt de la méfiance. Alors je crois qu'on avait évoqué un autre sujet qui doit venir, ça pourrait être l'évolution de la taxation. Là, ça nous concerne tous, ça nous concerne directement. Est-ce que vous pourriez me dire un mot à ce propos? Alors là, on a attaqué la conférence sur la TPD parce que c'est le titre, mais
on a fait un cadrage général sur la façon dont ça pouvait se passer. On est rentré un peu dans le détail dans le travail. Mais comme on l'a vu, la finalité, c'est 2026 à 2028 pour l'application. Par contre, ce qui arrive beaucoup plus vite, c'est le sujet de la taxation. Parce qu'il y a une autre directive qui est en train d'être mise à jour, qui est la directive sur la taxation des produits du tabac manufacturé, qui aujourd'hui n'inclut pas les produits du vapotage, mais qui demain va les inclure, et ça on le sait, et qui va voir sa première proposition de révision mise sur la table normalement tout début décembre. Donc tout début décembre, on aura un premier jet qui nous dira plus ou moins ce que l'Union européenne veut faire quant à la taxation des produits du vapotage. Alors un petit rappel justement sur le fond de cette directive. L'objectif de l'Union européenne, hein, elle ne peut pas taxer directement les produits du vapotage. Tout ce qu'elle peut faire, et c'est l'objectif de cette directive, c'est d'harmoniser ce qu'on appelle les taux d'assises. Donc c'est un peu, c'est les termes un peu européens. Mais en gros, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, il y a 15 États membres sur 27 qui ont mis en place des taxes sur le vapotage. Sur les 15, ils ne sont pas tous harmonisés sur la façon de taxer. Sur quel produit il taxe, sur comment il est taxe, etc. L'objectif de cette directive, c'est de dire on va harmoniser les taux d'assises, et donc si les États membres veulent taxer, ils devront taxer de cette façon-là. Voilà. Et alors, effectivement, comme le dit Jean, on sait maintenant que ça va inclure les produits du vapotage, donc ce qui est un vrai problème. Nous, une de nos principaux points pour lesquels on se bat, c'est de faire en sorte que la directive laisse une marge de manœuvre suffisante à chaque État membre pour qu'il puisse décider, s'il le souhaite, de ne pas, on va dire, surtaxer. Donc, que la surtaxe en plus de la TVA commence à 0. Voilà. Pour faire un point de contexte, aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a plus d'États membres qui taxent les produits du vapotage que de produits qui ne les taxent pas. On en est arrivé là au bout de 10 ans. C'est-à-dire que la situation en France, elle a beaucoup moins évolué que celle des pays mitoyens. En l'occurrence, l'Italie, par exemple, et l'Allemagne sont des pays qui taxent. Et effectivement, comme le disait Gaëtan, dans les débats européens, le poids des États membres, il compte. Donc quand l'Allemagne se met à taxer, on sait que le sujet il va arriver avec beaucoup de violence sur la table. Et ce qui va se passer là, c'est qu'on est dans des considérations typiquement communautaires, et ce besoin d'harmonisation, il est aussi là pour des raisons de concurrence entre États membres. C'est-à-dire qu'un État qui taxe ne peut pas supporter qu'un État qui ne taxe pas lui fasse une concurrence transfrontalière. Ça, c'est pas viable. Mais par contre, plutôt que de faire ça à la baisse en disant personne ne doit taxer, c'est un produit génial qui vise à améliorer la santé des Européens, on se dit on va mettre un régime commun de taxes pour lisser un peu les différences concurrentielles, les distorsions concurrentielles entre États membres. Ce que disait Gaëtan, c'est que nous, on a évidemment des demandes qui sont drivées par l'idéologie, la conviction et l'éthique. On ne veut pas de taxes sur les produits du vapotage, on trouve même que c'est complètement con. On voudrait même qu'il y ait une TVA réduite pour que ces produits soient plus accessibles. Mais ça, c'est des demandes qui sont, je dirais, peu pragmatiques et peu audibles dans ces instances-là. Donc cette position-là, elle doit évoluer, elle doit s'incarner. Et le fait de dire on voudrait un régime fiscal commun tel que vous le voulez à l'Union européenne, tel que le veut l'Allemagne par exemple. Mais par contre, il faut que ce régime fiscal il commence à 0 pour que les États qui souhaitent mobiliser correctement le vapotage dans leur politique de santé publique, dans leur politique de lutte contre le tabagisme, puissent le faire sans se voir imposer une taxe à Bruxelles. C'est une question un peu, je dirais, de souveraineté dans la conduite de ces politiques de santé publique. Et qu'on aime ou pas les produits du vapotage, la question elle est de se dire l'Union européenne doit laisser aux États membres qui le souhaitent la possibilité de mobiliser cet outil sans qu'ils se voient imposer une taxe par Bruxelles qui influencerait le prix public final. Et concrètement, s'il y avait une taxe qui se mettait en place, on peut s'attendre à quoi? Par exemple, en Italie et en Allemagne, c'est de l'ordre de combien de pourcents? C'est quoi? C'est sur les liquides? Aussi sur les... Et deuxième question, c'est quel impact on a vu que ça avait sur le marché, par exemple en Italie? C'est un débat qui est très technique et qui va nous occuper toute l'année 2023 et peut-être même celle d'après. Comment taxer les produits du vapotage? Est-ce qu'il faut indexer une taxe sur le milligramme de nicotine contenu dans le flacon ou sur le millilitre d'e-liquide, quel que soit le taux de nicotine? Par exemple, on a 2 embranchements. A priori, ça serait quand même plus intelligible d'avoir une taxe qui s'applique sur le millilitre de e-liquide,
qui présenterait donc une uniformité sur le prix des produits, quel que soit le taux de nicotine. Parce que le produit sans nicotine doit être taxé. C'est pas sûr. En tout cas, nous, on pense qu'il ne faut pas qu'il soit taxé, parce que derrière, ça serait de toute façon trop difficile à appliquer. Et quand il y a une taxe qui s'applique sur un produit simple comme le 0 mg, eh bien, ça nourrit un peu la décomposition du produit et on se retrouve avec des clients qui viennent acheter du PG, de la VG, des arômes séparés pour échapper à un régime de taxation qui n'est pas applicable concrètement. Voilà, il y a toutes ces questions qui sont là et qu'on va devoir discuter. Un scénario probable serait par exemple une taxe de 10 centimes par millilitre de liquide, soit environ 1 euro par flacon. Est-ce que le marché pourrait survivre avec ça? Peut-être. Est-ce que c'est souhaitable? Pas du tout. Il y a d'autres taxes qui sont beaucoup plus dissuasives, comme les taxes en Allemagne, qui s'indexent pour le moment sur le milligramme de nicotine par chaque flacon. Ils sont en train de revoir un peu le régime, mais on est de l'ordre de 2 à 3 euros. Et puis c'est des taxes qui vont augmenter d'année en année. Ils ont imaginé des paliers, histoire que ça soit encore plus compliqué. Bref, il semblerait qu'on veuille quand même mettre pas mal de bâtons dans les roues des gens qui souhaitent sortir du tabac. Mais quelles sont les motivations derrière? Est-ce que c'est les États qui se disent, comme pour le tabac, le vapotage pourrait être une source de revenus important en taxant de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus? Bah là, clairement, c'est vrai que bon, la situation, c'est institutionnel, quoi. Il y a des États qui taxent, donc il faut harmoniser. Il n'y a pas le choix, en fait. Mais c'est clairement une boîte de Pandore horrible. En fait, parce que effectivement, peut-être qu'en France, si tout ça se met en place, on va dire, bah non, on va rester à 0 de taxes. Mais demain, après-demain, un gouvernement arrive. On prend la calculette à Bercy. Bon, alors il y a 3 millions de vapoteurs, il y a tant de millions de millilitres de liquide. Ah bah tiens, si on met 50 centimes sur chaque flacon, on va faire ça doucement. Parce que ça, c'est comme ça que ça se passe, hein, même sur le tabac. On fait ça doucement pour que les gens s'habituent. Et puis, ah bah boum, on a trouvé 2 milliards. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, à aucun contrôle. Et ça peut partir en cacahuète du jour au lendemain. C'est l'horrible boîte de Pandore. C'est ça. Les profits de l'industrie du tabac jusqu'aux bénéfices de l'industrie pharmaceutique qui soigne les cancers. On est vraiment sur un spectre extrêmement large et tout ça est drivé par le besoin technocratique d'uniformiser, entre gros guillemets, et ça se passera le niveau comme de la ça, concurrence hein. entre États membres. Moi, on me l'a dit à un moment donné, ça remonte à 2 ans quand j'avais un conseiller du ministre qui était Véran à l'époque. Le gars me dit c'est une opportunité fiscale. Il me le dit comme ça. Voilà, c'est une opportunité fiscale. Donc à un moment donné, c'est des vases communicants, c'est-à-dire bon bah il y a moins de fumeurs, il y a moins de taxes, eh ben on va aller chercher les taxes ailleurs. Voilà. Donc le fumeur est une vache à lait et il a commencé à être taxé, il va falloir continuer à le taxer. Mais le problème, c'est le zéro contrôle. S'il y a une fourchette, ça dépendra des mecs qui sont là à ce moment-là et qui se diront bon allez, on s'en fout, on taxe à fond. D'autres diront bah non, mais il n'y a plus aucun contrôle en fait. En fait, ce que je comprends, c'est que là, le grand combat de demain pour la vape, c'est pour l'instant pas la TPD, c'est vraiment cette question précise. Ça va être le combat de quoi? De tout 2023 Ah oui, très clairement. La présentation du texte début décembre. Derrière, en 2023, les États membres vont devoir se mettre d'accord entre eux, parce que c'est un sujet particulier, les sujets fiscaux, où seuls les États membres discutent entre eux, d'une part, et d'autre part, il doit y avoir l'unanimité. Donc s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça bloque tout. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous, hein, parce que le fait qu'il y ait ce genre de règles sur les sujets fiscaux, ça fait qu'ils vont toujours sur la proposition la plus consensuelle, donc la moins hard pour nous, la moins intense. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, un des éléments que nous on va mobiliser et qu'on a déjà mobilisé et qu'on va continuer de mobiliser toute l'année prochaine, c'est que toutes les expériences de taxation qui ont été faites dans les différents États membres ont toujours abouti à un résultat fiscal beaucoup plus faible que celui qui était espéré. Ça rapporte rien. Ça rapporte rien, effectivement, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Bercy des différents pays prennent leur calculette, ils disent 2 milliards, et à la fin de l'année, c'est quelques dizaines de millions, en fait. Donc ça rapporte rien, par contre, ça détruit une filière, et ça renvoie des vapoteurs vers le tabac. En fait, si je comprends bien, pour résumer, ça rapporte rien parce que du coup, les gens sont dissuadés d'acheter des liquides et reviennent vers le tabac, c'est ça? Ouais, ou ils achètent ailleurs, ou marché noir. Marché noir.
marché noir, ou selon le type de réglementation, ils contournent. C'est ce que disait Jean. Donc si par exemple on taxe la nicotine, bah, on achète du sans nicotine et puis on se débrouille. C'est ce genre de choses. Là, on a beaucoup de personnes ici. On a évidemment tous les professionnels de la vape. Ce sujet, il pourrait vous impacter énormément d'ici 1 an, 2 ans peut-être. Un petit rappel sur les échéances. Ouais. C'est très important, Gaëtan. Tu peux nous faire un rappel sur les échéances Oui, au niveau de alors taxation. sur les échéances, donc là le texte présenté fin d'année, toute l'année prochaine ils vont devoir se mettre d'accord. Supposons que ça prenne 1 an parce que normalement parmi les textes, le fait de taxer le tabac et du coup également le vapotage, ça fait pas partie des textes qui sont les plus ça fait partie des textes les plus consensuels, donc normalement ça va leur prendre 1 an. Si derrière on ajoute normalement 2 ans de transposition, on arrive sur 2025 l'application définitive en France. Mais il faut une nouvelle fois le rappeler, hein. On ne sait pas encore précisément comment l'Union européenne compte mettre en place une taxe. Si elle laisse la possibilité aux différents États membres de commencer à zéro, la France, elle, des échanges qu'on a avec les responsables et le gouvernement, c'est leur position. Donc si on leur laisse cette possibilité, ils la prendront. Effectivement, ça laisse la possibilité demain au nouveau gouvernement, s'il se réveille en étant mal luné, de dire on va taxer le vapotage. Mais bon, si on veut être extrêmement cynique, techniquement, rien ne les empêche, même aujourd'hui, hein, même après-demain, sans avoir besoin de la directive européenne, de taxer le vapotage s'ils le veulent demain. Et pour info, notre premier objectif dans tout ce combat, c'est que le prix public ne soit pas impacté. On ne veut pas qu'il y ait une augmentation mécanique des prix pour les consommateurs finaux. Le prix est un facteur extrêmement important dans la décision de passer du tabac au vapotage. C'est un critère qu'il faut protéger. Mais derrière, il y a d'autres implications pour les opérateurs. C'est-à-dire que rentrer dans un régime fiscal d'assises pour des produits qu'on fabrique, c'est très particulier. Ça sous-entend de la traçabilité. On a bien vu ce que ça donnait en Italie. Ça sous-entend de la documentation, de la pression réglementaire. Donc tout ça sont peut-être des changements que la filière va devoir adopter, quand bien même la taxe serait à 0%. Et là, à nouveau, on est dans la prospective. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est important d'en parler aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir un petit peu d'anticipation et que vous puissiez déjà, vous par exemple, fabricant de liquide, vous projeter dans l'idée d'avoir beaucoup plus de paperasse à faire, de devoir compter les fioles, voire pire, de devoir coller des petits timbres fiscaux dessus. Moi, ça me fait frissonner d'effroi. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est pour tous les acteurs du marché qui sont là, c'est concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels conseils vous auriez à leur donner en tant que FIVAP ou En tant que FIVAP, c'est d'adhérer à la FIVAP. Pour le coup, Sébastien. Disons que sur tout ça, moi, j'aurais fait résonner un peu le discours de Jean, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un sentiment d'être dans la coercition, c'est-à-dire il faut pas que ci, il faut pas que ça, etc. Alors qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement positif, le vapotage. C'est quelque chose de positif, donc il faudrait plutôt sustenter tous les aspects positifs pour changer l'état d'esprit de ces gens qui sont eux-mêmes influencés. Aujourd'hui c'est perçu le vapotage comme un espèce de chat noir qui est dangereux, etc. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. La perception dans l'opinion publique du vapotage, elle est tout le contraire de ce que ça devrait être. Donc en fait, ça passe aussi énormément par l'opinion publique, par le sentiment. Les interdictions de publicité, les taxes sur un produit, les recommandations de ne pas vapoter pour certains profils, etc., ça rend le produit étrange, bizarre, dangereux, alors que c'est tout le contraire. Même si, comme pour tout produit, il faut prendre plein de précautions et faire attention et pas faire n'importe quoi. Et je dirais que chacun est responsable à un moment donné de l'image du produit pour essayer de contrecarrer ça et faire en sorte que les gens qui vont à un moment donné, on leur pose des dossiers et ils y comprennent pas forcément grand chose. Moi je suis pas sûr que les gens qui sont sur les fiscalités des assises tabac comprennent exactement ce que sont les pratiques du vapotage, mais qu'à un moment donné il y a un air ambiant qui soit plutôt positif plutôt que ouah, c'est pas bien quoi. Voilà. Et ça, et de manière encore plus large, apprendre aux non-fumeurs que les gens qui fument sont malades et qu'il faut les accueillir avec empathie et qu'il ne faut pas les regarder comme des gens qui sont coupables de leur situation. Mais là, on revient à des niveaux très bas dans la psychologie, mais dans la population générale, la perception des fumeurs par les non-fumeurs, elle est terrible parce que chaque non-fumeur qui se trouve dans l'arborescence politique et la cartographie qui nous entoure, il est extrêmement biaisé par sa perception. Pour un non-fumeur lambda,
qui n'a pas réfléchi aux problématiques de l'addiction, à son intimité, à sa difficulté et aux souffrances que ça entraîne, un fumeur, il n'a qu'à arrêter. Vous imaginez ce que ça peut donner quand on doit traiter des questions politiques, quand on a une responsabilité politique et qu'on a cette vision instinctive de se dire que le fumeur, il est coupable? C'est horrible. Comment, derrière, voir des produits comme ceux du vapotage comme une solution pragmatique pour les sortir de leur misère, franchement? Très bien, donc je crois que c'est un appel à la mobilisation là, que tu nous donnes maintenant, Jean. Peut-être, s'il y a des questions dans le public, vous êtes les bienvenus. Et sinon, Oui, bonjour à tous, merci pour... Ah, ok, merci, bonjour à tous. Très intéressant, juste une petite question. À partir du moment où la vape a été effectivement identifiée comme une opportunité fiscale, et il ne faut pas se mentir, c'en est une, je pense que la taxation, elle est inéluctable d'une manière ou d'une autre. On a certainement beaucoup de combats à mener, mais elle devient inéluctable. Et elle devient donc une recette pour l'État, et l'État serait bête de se priver d'une recette, a priori dans le contexte tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc paradoxalement, ma question c'est, est-ce que la taxation ne protégerait pas la vape et donc nous épargnerait pas de mauvaises nouvelles du côté des arômes en particulier? Alors moi, pour le coup, je trouve la question, c'est un trigger pour moi. Je pense pas que vous souhaiteriez, vous, professionnels du vapotage, avoir des représentants qui partent du principe que les scénarios les pires sont inéluctables. Dans l'histoire, je pense que la combativité, c'est comme une flamme qui s'entretient. Et je pense pas qu'en se disant que les jeux sont déjà faits, on se met dans une posture combative. Or, c'est un combat. C'est un rapport de force. Et il faut s'y engager avec les bons arguments. Et ça, il faut les faire naître, il faut les faire exister. Et pour ça, il faut être créatif et être en capacité de se projeter, de se dire, en fait, c'est pas parce que tout le monde dit qu'il va y avoir une taxe qu'il doit y avoir une taxe. Si on fait exister publiquement l'idée qu'il y a des voies médianes, au pire, ou même des voies extrêmes, TVA à 5,5 par exemple, ça crée tout un ensemble de scénarios qui vont nourrir la réflexion collective là-dessus. Donc sur l'inéluctabilité et le fait que de dire là où il y a de l'argent à gagner, les États doivent en gagner, je ne suis pas d'accord sur le fond, même si j'entends qu'il faut quand même rester pragmatique et avancer correctement. Derrière, sur le fait qu'une taxe puisse nous protéger, pareil, je ne pense pas que... j'entends le côté intuitif de dire il faut que je sécurise mon business en ayant un contexte réglementaire qui me permette de voir loin. Mais en même temps, il y a un facteur très important à prendre en considération. C'est que toutes les incertitudes qui entourent notre filière, c'est ce qui fait qu'elle est lucrative. C'est parce que nos business, ils sont précaires, entre guillemets, et ils font l'objet de débats comme ça, sociétaux et politiques, que nos produits, ils dégagent de la marge et de la valeur. Dans les business qui sont soudés, où il y a des oligopoles, des réglementations qui font qu'il n'y a plus de nouveaux entrants, il n'y a plus de pluralité d'acteurs, il n'y a plus de diversité, il n'y a plus grand-chose à gagner. Et on ne peut plus faire de l'entrepreneuriat dynamique et créateur. En fait, l'insécurité juridique et la précarité sur ces sujets-là, elle crée toute cette dynamique parce qu'on est en équilibre et on ne se laisse jamais aller. Voilà. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais il faut aussi savoir apprécier ces configurations-là parce que c'est elles qui engendrent tout ce qui nous entoure, qui est quand même un truc assez rare économiquement. Hein, ce genre de salon-là, avec des stands magnifiques, des couleurs partout, etc. C'est un truc qu'il n'y a pas ailleurs. C'est triste les autres salons. Hein. Enfin, je sais pas, Louis. C'est très triste les autres salons. Hein. Simplement pour compléter, moi je trouve que le raisonnement effectivement se tient et il est cohérent. Maintenant, c'est pas forcément ce que les expériences ont montré. Si je reviens sur le cas des Pays-Bas par exemple, ils taxent déjà et ça les empêche pas aujourd'hui de rentrer dans une démarche d'interdiction d'arômes. Donc jusque-là, les exemples n'ont pas forcément montré qu'une taxe est protectrice d'autres réglementations plus sévères sur le vapotage. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? De toute façon, vous pouvez, si vous voulez, l'échange va s'arrêter là, mais vous pouvez évidemment venir échanger avec la FIVAP et avec SoVape. Je vous remercie à tous. Notre prochain rendez-vous, c'est à 14h ici, c'est sur la question de la publicité, qui est aussi une question centrale. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes récemment au sein de la filière. Il y a un certain nombre de procès en cours. C'est une question très sensible et qui est très stratégique. Il faut que vous sachiez ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Donc c'est à 14h cet après-midi.
Je vous remercie à tous et bonne visite.